Voilà, nous reprenons notre webinaire et nous enchaînons sur l'intervention de Daniel Gacouin. Daniel Gacouin est directeur du cabinet Proéthique Conseil, spécialisé en accompagnement des organisations sociales et médico-sociales. Son intervention porte sur l'évolution du secteur médico-social vers des plateformes de services et évolution du management. Monsieur Gacouin, c'est à vous. Bon, ben écoutez, merci. J'espère que on verra le PowerPoint que j'ai préparé. Il devrait être disponible. Ravi d'abord de votre invitation, même si elle était bien ancienne, hein, puisque il y a quelque temps que nous l'avons décalée. Et bien sûr, bonjour à tous les participants. Je suis ravi de cette participation. Il y a une certaine continuité, voire une continuité certaine avec les interventions précédentes. Donc, c'est tout à fait intéressant. Alors, sur le thème quelle révolution pour le secteur médico-social, vous avez vu que moi j'ai mis le titre de mon intervention en ne reprenant pas le terme révolution, mais évolution. Hein. Donc, c'est tout simplement pour dire que on semble souvent présenter un avant et un après, un bouleversement profond, une grosse période de transition avec des transformations profondes du secteur. Moi, je suis plutôt héritier, bien sûr. Hein, ça fait plus de 40 ans que je suis dans le secteur. Héritier de transformations mises en œuvre avec le temps et pas de transformations qui sont descendantes par injonction, transformation des obligations réglementaires ou des obligations politiques, mais plutôt d'une espèce de conjonction entre des évolutions souhaitées, mises en œuvre par les établissements et services, les équipes, les directions, et la rencontre avec des préoccupations des pouvoirs publics. D'où mon titre d'évolution et pas de révolution. Et bien sûr, on l'a déjà vu tout à l'heure, on n'est pas en 2021 ou en 2020 dans une énorme transformation radicale, puisque déjà un certain nombre de lignes de force ont été mises en œuvre sur le terrain. Les lignes de force, vous les connaissez, la participation des usagers, l'attention à leur pouvoir d'agir, les coopérations, hein, on l'a vu en plus très fortement avec l'intervention de la MDPH tout à l'heure, y compris le lien entre le sanitaire et le social et le médico-social. Bien sûr, la question des parcours, de la fluidification des parcours, qui est évidemment quelque chose d'important. Et puis, la lame de fond du virage inclusif, de l'inclusion, c'est pas une découverte pour le secteur. Hein. On a l'air de dire tout à coup, on était complètement en dehors. Bien sûr, la construction du secteur n'a pas favorisé toujours le processus d'inclusion, on y reviendra tout à l'heure, mais on ne peut pas dire qu'on était systématiquement dans ce secteur hors de la préoccupation de l'inclusion. Alors, dans ces lignes de force, bien sûr, il y a des raisons d'une évolution à venir du secteur. J'essaye de les raisonner de la manière la plus tranquille. La première, c'est concrètement, en effet, l'héritage de la construction historique par silo, cloisonné, et on retrouve bien des catégories de personnes, des catégories d'établissements ou de services, sans forcément le lien entre les uns et les autres du point de vue réglementaire ou du point de vue institutionnel. Donc, c'est une des raisons classiques de l'évolution du secteur. Le deuxième, c'est évidemment qu'on a un ancrage fort dans ce qu'on appelle le droit positif, la solidarité par les droits pour notre secteur, mais qui comporte des limites. Et en particulier, le droit à est parfois en contradiction ou pas toujours facilitant le droit de faire, le droit de mettre en œuvre pour les personnes bénéficiaires. Et enfin, ce droit positif comporte un caractère particulièrement inégalitaire. On prononce des droits généraux et en même temps, une partie des personnes n'y accèdent pas. Je prends l'exemple plus classique du droit au logement opposable. Tout ça est bien joli, mais dans la réalité, il n'est pas forcément mis en œuvre. Donc, c'est une des premières nécessités d'évolution. On a bien sûr une autre nécessité, mais qui est liée à l'apparition petit à petit de nouvelles logiques d'accompagnement. Attention, ces logiques d'accompagnement ne sont pas les pouvoirs publics qui disent qu'il faut développer d'autres modes de façon de faire ou d'intervenir ou d'accompagner, c'est le secteur qui a inventé les choses. Et je prends le premier
la première logique d'accompagnement qui est monumentale. Alors, pour les plus anciens, j'espère que vous vous en rappelez, référez-vous à un ouvrage majeur pour le secteur au moment où on construisait les politiques sociales catégorielles, les politiques sociales qui s'adressaient à des catégories de personnes en difficulté. C'est l'héritage, évidemment, de notre secteur qu'on a retrouvé dans la loi de 75. En 1972, un ouvrage très important de la revue Esprit, c'est un ouvrage fondateur de la construction du travail social. Le thème était « Pourquoi le travail social ?» et on avait un article de Philippe Meyer, un journaliste, mais aussi un sociologue bien connu, qui d'ailleurs est passé par une école de travail social, celle de Buc, dans les Yvelines, qui nous disait « Le travail social, c'est le corps social au travail ». Pas des professionnels, travailleurs sociaux prenant en charge des populations, c'est le corps social au travail. Alors, cette conception fondamentale, finalement, c'est ce qu'on est en train un petit peu de réinventer petit à petit dans les dernières années, et on va retrouver la question du virage inclusif. Alors, on a un autre modèle important pour le travail social, c'est plutôt que des établissements prenant en charge à part dans des structures spécialisées, le développement d'une mosaïque de services de proximité adaptables au plus près du lieu de vie des personnes. Et ce modèle-là qu'on va retrouver dans la désinstitutionnalisation ou dans le virage inclusif est évidemment important. On a aussi une logique d'accompagnement nouvelle, souvent demandée par les professionnels ou les équipes professionnelles ou les directions, c'est le besoin d'une plus grande efficience. Ce n'est pas simplement le besoin de l'inclusion, c'est de l'efficience dans l'inclusion des personnes en situation de handicap, de perte d'autonomie, à difficultés spécifiques dans le secteur médico-social, je pense aux addictions, etc. etc. Et enfin, on a encore la question de la logique de l'usager-acteur. Ça a été repris ce matin d'une manière très importante, mais c'est participant engagé et on est dans une philosophie que certains ont appelée la philosophie workfarienne, par opposition à la philosophie du welfare state, le welfare, l'État-providence qui donne des prestations sans condition sans conditions liées au comportement des personnes. Là, la solidarité par l'engagement, ça suppose une démarche plus importante de participation à son accompagnement. C'est la logique, évidemment, de la solidarité, d'un autre modèle de solidarité. Et enfin, on a une dimension très importante qui est que depuis, on va dire 10 ans, pour faire court, apparaissent des termes très forts pour l'évolution des organisations sociales et médico-sociales. Le premier, c'est le soutien, la coordination des parcours facilités, et on a eu la présentation tout à fait intéressante tout à l'heure de la MDPH sur le zéro sans solution, que moi j'appelle RAP, même si l'appellation RAP n'est pas toujours heureuse dans sa connotation, on ne va pas quand même avoir des usagers otages à travers le RAP. Le deuxième terme très important, c'est le terme de la désinstitutionnalisation, j'y reviendrai tout à l'heure, que je résume très rapidement vers la transition à assurer vers une offre de services de proximité à base communautaire. Et vous voyez qu'on retrouve le modèle que j'évoquais tout à l'heure des services de proximité adaptables au plus près de la vie de la personne. Et enfin, l'activation. Alors, le mot activation est pas toujours très compris, l'activation attendue. En fait, c'est l'augmentation des propriétés ou des effets de ces propriétés, l'activation attendue des pratiques des professionnels, l'activation attendue des organisations. Et pour les organisations, on va retrouver la logique de contrat type CEPOM, telle qu'elle a été déjà développée par mon prédécesseur, mais j'y reviendrai bien sûr là-dessus. Alors, j'essaye de faire court pour qu'on arrive à se rappeler. Évolution, ça veut dire transformation, mais transformation qui a déjà été réalisée. C'est-à-dire qu'on peut dire que concrètement, dans la construction des politiques sociales catégorielles, on est bien passé de la logique de l'offre qu'on trouvait au cœur de la loi de 75
entre 1960 et 1990, à une autre logique, la logique de la réponse aux besoins, réponse plus individualisée, co-construction, des professionnels qui sont plus dans la déclinaison de leur métier, mais dans une logique interinstitutionnelle, des institutions qui commencent à mutualiser, qui développent des relais, et un État qui devient un peu plus pilote. On trouve bien sûr la réponse aux besoins à l'État pilote à travers, ça a été présenté ce matin, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, parfois sous la responsabilité des conseils départementaux ou de l'État et aujourd'hui de l'ARS pour la partie plus dépendante du financement de l'assurance maladie. Et bien sûr, on voit depuis 2010 la logique non plus de la réponse aux besoins, mais de l'accompagnement des parcours. Et on a déjà eu un certain nombre de présentations qui ont été développées tout à l'heure. Bien sûr, tout ça, c'est sous forme de transformation publique des doctrines et de réorganisation de l'État. Et vous avez bien vu que tout en ayant cette transformation des structures médico-sociales dans les politiques sociales catégorielles, on a vu apparaître une logique beaucoup plus forte, descendante entre l'État et ce que certains appellent, bien sûr, j'aurais dû le mettre entre guillemets, les opérateurs de prestations, et puis une recherche, c'est dans la logique descendante aussi, de dynamique inclusive sur la base de contrats pour la transformation des organisations dites en plateforme. C'est là que je fais apparaître le mot plateforme, on y reviendra bien sûr tout à l'heure. J'ai pris un mot signifiant le mot plateforme, on verra que je le développerai d'une manière un peu plus précise tout à l'heure. Mais ce qui est très original, c'est que quand on est dans cette recherche de dynamique inclusive sur la base de contrats, on a une sorte de paradoxe entre la logique descendante de l'État et la logique de recherche de proposition ou d'une recherche de participation des établissements et services sociaux et médico-sociaux au changement. Et du coup, les pouvoirs publics ne sont pas tout à fait au clair sur est-ce que c'est uniquement une logique descendante et ensuite on passe du contrat, ou c'est une logique de prise en compte des propositions, par exemple pour des diagnostics ou des axes de changement, et puis ensuite on passe contrat. Là, on a un ordre dispersé. J'animais il y a 10 jours les rencontres annuelles de direction, la revue Direction. Nous avions le directeur adjoint de cabinet de Madame Cluzel qui avait dû décliner sa présence. Nous avions Madame Bourguignon qui était là. Et en effet, c'est un peu compliqué encore aujourd'hui, alors en plus dans une logique de New Public Management, de concevoir l'articulation entre la logique descendante et la logique de participation au changement des acteurs et notamment les établissements et services. Alors, bien sûr, on est obligé de prendre en termes de transformation, d'évolution, le premier fondement des évolutions qui sont la désinstitutionnalisation. Alors, c'est assez problématique d'écouter ce terme puisque on se rend bien compte que les pouvoirs publics n'ont pas une définition particulièrement précise, les pouvoirs publics en France, de cette question de la désinstitutionnalisation. Il y a un premier terme qui a été évoqué, que tout le monde connaît, qu'on retrouve dans le plan Ambition Transformation 2019-2022 du secrétariat d'État aux personnes handicapées, c'est diminution des places en établissement, augmentation des services dits de milieu ouvert. Et on a ensuite l'idée d'un soutien, des accompagnements vers et dans les structures de droit commun, l'idée des efforts réciproques, de la coordination des interventions, de l'appui aux acteurs de la vie sociale, de l'appui aux aidants, et tout ça dans une logique globale qu'on appelle la logique globale du vivre ensemble ou de la société inclusive. Et on se rappellera un article de 2011, donc c'est pas récent, ça fait presque 10 ans, qui parlait de la société inclusive comme un projet politique universel. Alors, dans cette transformation voulue par la France et les gouvernements successifs, puisque de 2011 à aujourd'hui, on a eu
3 législatures différentes, on se rend bien compte que pour autant, la France est heurtée par un certain nombre de références internationales qui lui sont opposées régulièrement, qui l'engagent et systématiquement, on a un retour des organisations internationales disant la France n'est pas à la hauteur des enjeux. Première référence internationale, l'engagement de la France à travers la Charte internationale des droits des personnes handicapées et la fameuse préconisation de l'ONU dans le rapport après inspection de 2017 et rapport de 2019 de la rapporteure spéciale au titre de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, on nous donnait une injonction de transformation du marché actuel de l'offre de services sous-entendu en établissement, vers une offre de proximité. Vous verrez que les mots reviennent systématiquement. Quand on est au niveau de l'Union européenne, on a une préconisation de 2019 qui est avancée pour la France, dans une transition des soins en institution vers des soins de proximité ou une transition des institutions, établissements avec hébergement est-il sous-entendu, vers des services à base communautaire. Et évidemment, on a, dans le cadre d'une directive de la Commission européenne pour l'attribution des fonds structurels, je pense bien sûr au FEDER ou au FSE, à des projets innovants vers des organisations non gouvernementales ou d'autres acteurs de l'économie sociale. Je m'aperçois que j'ai laissé un trait d'union mal. Alors, si vous prenez le Conseil de l'Europe, alors le Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne, l'Union européenne, 28 États, c'était 29 avec la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe, c'est 35 établissements, 35 pays, ça comporte la Turquie d'ailleurs, qui dit qu'il nous faudrait soutenir des dispositifs favorisant autour de chaque situation une multiplication articulée de divers services répondant aux besoins avec continuité et surtout avec évitement des placements en institution, donc création de services de proximité. C'est une recommandation du Conseil de l'Europe qui date de 2010. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans la situation actuelle, mais dans des recommandations beaucoup plus antérieures. Alors, le deuxième thème de la transformation, c'est le thème de l'inclusion, sur lequel je suis déjà intervenu tout à l'heure. C'est une référence centrale, c'est un mot constant dans les politiques publiques, particulièrement de 2017. Ce qui est très étonnant, c'est que la France définit très peu le terme d'inclusion. On nous parle concrètement de projets de vie. Je prends les termes qui viennent du gouvernement français. Des projets de vie personnalisés au sein de la cité, du milieu éducatif et professionnel ordinaire, aux établissements et services spécialisés du secteur médico-social. Bref, on nous dit l'inclusion, elle est inscrite autour du thème de la personnalisation, mais tout ça ne nous donne pas d'éléments supplémentaires. C'est l'Europe, et donc l'Union européenne, qui définit les choses d'une manière un peu plus précise, en parlant d'une inclusion nécessairement active qui consiste à permettre à chaque citoyen, y compris les plus défavorisés, donc handicapés, de participer pleinement à la société et notamment d'exercer un emploi. Et bien sûr, tout ça nous amène à dire que on voit bien que pour le travail social, on a des termes qui ont évolué et sur lesquels il convient néanmoins de revenir. Alors, sachez que le Conseil consultatif national pour les personnes handicapées est en train de retravailler, c'est sa dernière orientation il y a un mois, ça a été publié dans la presse, sur une redéfinition des termes sémantiques les plus signifiants pour notre secteur. En tous les cas, on peut dire qu'aujourd'hui, on a 3 termes qui s'entrechoquent et sur lesquels il faut revenir: intégration, insertion, inclusion. Le terme intégration, qui était des années 80-90, dans le début de leur utilisation plus généralisée, qui correspond à un changement d'état pour la personne désignée par la nécessaire intégration, avec acquisition d'une place dans la société, dans un groupe, mais avec une assimilation qui font disparaître ces différences. Alors que
L'insertion est un concept, bien sûr, plus généralisé dans les années 90-2000, qui correspond à une action de mettre parmi ou de mettre entre différents groupes, en permettant à l'élément différent, la personne différente, en difficulté par exemple, de conserver son identité, c'est-à-dire on n'est pas dans un devoir de transformation ou d'assimilation. Et l'inclusion est un terme très original qui date des années, bien sûr, début des années 2010, du point de vue de son utilisation la plus importante. Et on trouve un premier terme qui est celui de l'acquisition d'une place dans la société ou dans un groupe, comme pour l'intégration, mais en pouvant rester avec ses difficultés, tout en étant reconnu comme un élément à part entière du collectif, comme pour l'insertion. C'est-à-dire qu'on a pris les deux éléments, le premier de l'intégration, la place, le deuxième de l'insertion, on peut rester différent, on n'a pas obligation à s'assimiler ou à annihiler toutes ces différences et bien sûr ces difficultés. Alors bien sûr, quand on est sur ce thème de l'inclusion, on note que du coup, ça va nous demander des efforts supplémentaires. On est obligé de prendre le troisième fondement des évolutions et des transformations, ce que j'appelle l'activation des solidarités. Pour reprendre le terme, vous le retrouverez dans un article très important de la revue Vie sociale, pour ceux qui s'intéressent à cette revue, ça date de janvier 2020, qui évoque précisément la différence de la solidarité par les droits versus la solidarité par l'engagement. La solidarité par l'engagement, c'est la mobilisation collective avec mise en réseau, faisant fonctionner de manière plus horizontale et équilibrée la relation entre pairs, avec ancrage dans des valeurs fondatrices qui vont être sur la base de la logique de projet global, des politiques, des institutions, qui toutes sont inscrites dans un même objectif développer les différentes dimensions de la vie des personnes en difficulté, des démarches de territoire. On a eu des exemples tout à l'heure avec la MDPH 95. C'est toutes les compétences publiques en convergence avec les citoyens et tous les acteurs de la solidarité et des participations dynamiques à la création, la consolidation du lien social. Et donc, l'élément est important puisque, du coup, on n'est plus dans le secteur uniquement spécialisé, même si ça va concerner le secteur spécialisé, mais l'ensemble du corps social. On retrouve la question de la société inclusive, le projet inclusif ou d'inclusion universelle. Et bien sûr, après, on a dans cette activation des solidarités un changement de conception du travail social, après nos prémices, fin du 19e siècle, puis le passage vers une professionnalisation. Et alors là, vous retrouvez des termes qui ont été développés dans les articles de Vie sociale de janvier 2020. On a petit à petit assuré une professionnalisation qui était tendue vers des dispositifs formalisés, exposés à une certaine standardisation. L'importance actuelle du virage inclusif, souhaité par les pouvoirs publics, c'est évidemment des réponses aux besoins des personnes et la participation des personnes handicapées en continuité du principe qu'on appelle le principe de la valorisation des rôles sociaux. Les deux conséquences, en partie mises en œuvre depuis un certain nombre d'années, c'est le basculement des droits des personnes, le droit à, vers le droit de, le pouvoir d'agir, et bien entendu, la nécessité d'un certain lâcher-prise chez les travailleurs sociaux. Ce ne sont plus eux qui sont propriétaires de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, pour reprendre ce terme rapide. Je regarde l'heure parce que je vois que je suis en train d'être trop long. J'ai bien encore une demi-heure. Oui, je considère que j'ai encore une demi-heure. Bon, alors, les actes… Ah bon. Oui, c'est ça, entre un quart d'heure et 20 minutes, si c'est possible. Bon, alors, en tous les cas, j'essaye de faire court. Sur la transformation, en effet, dans la logique descendante, vous avez des axes de travail qui sont apparus dès 2016,
Hein, c'est le plan classique, réponse accompagnée pour toutes, système d'information, projet Séraphin PH, un volet particulier en handicap psychique, le décloisonnement, les GEM, la pérédance, le volet polyhandicap qui est d'avancer vers des palettes de solutions, le développement de l'habitat inclusif, la stratégie nationale pour les aidants et la création de nouveaux dispositifs. Et c'est là qu'on va trouver le thème de dispositif ITEP à éventuellement généraliser, les PCPE, les leviers pour la transformation de l'offre. Rappelez-vous, à l'époque, on avait 10 programmes d'application de ces axes de travail d'avancée du secteur. Et bien sûr, ça a été évoqué par M. Pommier, mais c'est quelque chose d'absolument fondamental, c'est le dispositif réglementaire pour permettre que des établissements et services sociaux et médico-sociaux se transforment en dispositifs type ITEP, c'est le décret 2017-982 relatif à la nouvelle nomenclature des ESMS. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau et comme on l'a dit tout à l'heure, bien sûr, c'est dans le cadre de nouvelles autorisations, mais l'application de ce décret peut passer aujourd'hui par la mise en œuvre ou la convention avec les pouvoirs publics à travers un CEPOM. Et bien sûr, on a le plan Ambition Transformation 2019-2022 qui amplifie les éléments qui ont été évoqués là-dessus. Alors, je suis obligé, bien entendu, de reprendre ce terme de plateforme parce que c'est un terme signifiant. En gros, c'est le mot qui est le plus couramment utilisé pour définir une plus grande plasticité, une plus grande adaptation, une plus grande innovation du secteur, transformer les établissements et services en plateformes de services. C'est pas toujours le mot le plus évident. Alors, en tous les cas, évidemment, ça correspond à quelque chose qui existe dans d'autres secteurs et vous le trouvez bien entendu sur les plateformes numériques. Alors, en tous les cas, le mot est utilisé pour présenter des réalités très diverses, mais néanmoins qui pourraient signifier une dimension disruptive, de changement profond, de transformation profonde. Alors, le mot plateforme, je l'ai mis sur le côté, plate pour une superficie horizontale, unie, sans inégalité, et forme, parce que évidemment, ça donne un moule, un modelage. Et bien sûr, je vous ai mis toutes les petites définitions sur le côté. L'idée de l'agilité, de l'adaptabilité pour la mise en place de réponses à une demande. C'est ce qui veut dire qu'on n'est plus simplement dans la réponse aux besoins, mais dans la réponse à l'attente, dans la réponse à la demande, l'adaptation à la demande. Et bien sûr, n'oubliez pas que le terme plateforme, il est très ancien, puisqu'il existait même dans la littérature sous Rabelais. J'ai écrit un supplément juridique des ASH il y a 1 an et demi sur tous les termes juridiques ou tout le contexte juridique des plateformes. Donc, c'est quelque chose d'important. Mais, en tous les cas, si j'évoque ça, c'est que, bien entendu, il va développer ce terme à la fois beaucoup d'imaginaire, des idées fausses, et en particulier soit de l'adoption automatique, alors à travers les plateformes, la révolution du secteur, c'est un mot qu'on a entendu tout à l'heure, la transformation, révolution copernicienne, galiléenne, la transformation paradigmatique du secteur. Et parallèlement, on va avoir des nombreuses résistances à cause de ce terme, puisque derrière plateforme, on va trouver la marchandisation des services, la casse annoncée des institutions médico-sociales au nom d'une prétendue inclusion derrière un choix économique qui consiste à remplacer des établissements par des plateformes désincarnées de services et de prestations, le mot prestation étant à ce moment-là une sorte de chiffon rouge, comme les prestations du service public, des transports publics, etc., etc. Alors, il faut simplement se rappeler quand même que l'utilisation du mot plateforme, si on le transporte avec d'autres secteurs, et notamment les plateformes numériques, qui sont particulièrement innovantes, eh bien, ça va nous amener quand même quelque chose d'un peu original, puisque dans les plateformes numériques,
les consommateurs sont à la fois producteurs d'informations et services et consommateurs. Et on a un modèle assez classique qui est la plateforme numérique qui permet à des prestataires d'être jugés par des consommateurs, puisqu'on met des notes dans les plateformes numériques au service qui a été rendu par les plateformes. Alors, tout ça, c'est pour dire que, en fait, le mot est tellement polysémique qu'on n'arrive plus tout à fait à savoir de quoi il s'agit. Et donc, c'est le slide qui suit. Voilà, là, vous le trouvez. C'est le premier modèle de plateforme de service. Et je vous ai mis tout à fait en bas un modèle très large qui a été diffusé par Jean-René Loubat, qui est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le secteur. C'est un modèle problématique parce que il y a une telle globalisation qu'on finit par croire que voilà, tout va être systématiquement adaptable à travers des coordinations de parcours, etc. Moi, je suis plus mesuré. J'utilise le terme de premier modèle comme plateforme dispositif. Et bien entendu, dans cette plateforme dispositif, vous retrouvez l'utilisation du décret de 2017 qu'a déjà évoqué M. Pommier, c'est le dispositif ITEP. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit d'une possibilité, avec une seule notification MDPH, d'avoir trois modalités au moins, trois modalités d'accueil et d'accompagnement, l'accueil de jour, l'hébergement, l'accompagnement à domicile. Et la possibilité, sans repasser par la MDPH, de passer successivement de l'accueil de jour à l'accompagnement à domicile, de l'accompagnement à domicile à l'accueil de jour, avec ou sans hébergement, avec des formules séquentielles. On a même des formules parallèles, par exemple, accompagnement à domicile avec accompagnement de répit, et donc d'une beaucoup plus grande liberté des établissements et services constitués en dispositif. Alors, il y a bien sûr après une convention établie avec les pouvoirs publics. Ça peut être à la suite d'un CEPOM. L'élément important, c'est que pour assurer une certaine continuité, cohérence du dispositif, l'élément le plus fort va être qu'il y aura une nécessité de coordination de parcours et on va trouver les nouveaux métiers, accompagnateurs, etc., etc. Alors, ce premier modèle est doublé par un deuxième qui est le modèle un classique est la PCO-TND, plateforme de coordination et d'orientation pour les personnes avec des troubles neurodéveloppementaux, du neurodéveloppement. Eh bien, on appelle ça la plateforme guichet d'accès à des prestations. Et si vous le prenez sur le côté, bien sûr, vous avez les plateformes dépistage autisme, les DPCO-TND, adossement nécessaire à un CAMS, des interventions pour des listes d'attente, les RAP, l'accueil itinérant, les communautés 360. En tous les cas, il s'agit, sans avoir forcément une notification MDPH, d'être en situation d'accueil de personnes qui présentent des difficultés, ça peut être leurs aidants bien sûr, et de développer une mobilisation pour une écoute, puis une prestation d'évaluation, puis une prestation de conseil, soutien et d'accompagnement pour de l'accès à des prestations qui ne sont pas forcément mises en œuvre par la plateforme, mais qui va éventuellement être coordonnée par la plateforme. Le typique étant évidemment le 360, même si on a vu tout à l'heure que la MDPH était au cœur du pilotage et de la coordination ensuite. Alors, on a un troisième modèle de plateforme que j'appelle la plateforme service d'appui. Bien sûr, les PCPE, les équipes mobiles d'appui médico-social à la scolarisation, l'emploi accompagné pour notre secteur est au cœur de ce modèle. Là, il s'agit non pas de prendre en charge et d'accompagner directement, mais dans une situation d'intervention auprès de structures de droit commun, l'école
ou l'entreprise, pour une écoute ciblée, un soutien des compétences, des médiations, des prestations éventuellement ciblées, et puis bien sûr une coordination de parcours. Et là, on est typiquement dans la plateforme qui est construite autour de l'aide à l'inclusion, la place, sans avoir à transformer son comportement pour les personnes handicapées, la place dans une structure de droit commun. Et cette question fondamentale, qui est que du coup, on peut, au lieu d'avoir le seul modèle service, établissement et service fonctionnant en dispositif, deux autres modèles d'action vers des plateformes. Le premier, c'est écoute, accueil et orientation vers des prestations extérieures coordonnées, où le modèle, les personnes sont accompagnées par des services de droit commun et on vient soutenir, aider les services de droit commun, peuvent induire des modifications concrètes de nos établissements et services, ce que j'appelle les perspectives. Alors, première perspective, viser dispositif intégré, le modèle qui a été développé tout à l'heure par M. Pommier. Et alors, on se rappellera qu'à l'intérieur, on doit avoir au moins 50% des accueils qui se réalisent sous forme de services. Service, ça veut dire à domicile, hein, avec une visée valorisante, c'est-à-dire un appui sur les capacités et pas simplement sur un seul regard sur les incapacités des personnes. Alors, je vous ai cité une intervention d'un directeur d'ADAPI aux rencontres direction de mars 2021 qui faisait notamment un classique, présentation d'une personne accompagnée, elle est psychotique, elle a des troubles du comportement, elle n'accepte pas les frustrations, elle a des crises de violence, des tendances boulimiques, et une autre présentation, c'est la fille aînée dans sa famille, elle est sportive, elle sait compter, elle est coquette, elle est altruiste, elle est attachante, etc. etc. Et cette question quand même au cœur de la valorisation des rôles sociaux, par les rôles sociaux, d'un autre regard, en effet Pygmalion, si vous voulez, Pygmalion, sur les personnes, croire à leur capacité et pas simplement à leur incapacité, est quand même une transformation importante dans les pratiques des professionnels. Alors, au-delà, donc le modèle d'ITEP, dispositif, alors qu'on va appeler pour l'IME le DAM, qu'on va appeler pour des services d'hébergement, des accompagnements à la vie sociale, des AVS, qu'on va appeler pour des ESAT, les DEA, les dispositifs d'accompagnement vers l'emploi, des DAE d'accompagnement vers l'emploi, peut être complété par des dispositifs, bien sûr, complémentaires, par exemple des services d'appui à des services de droit commun, PCPE et MAMS, ou des services qui vont favoriser une mise en mouvement vers des réponses, et le type PCPO 360, PCO-TMD 360, services d'écoute et d'orientation accompagnée vers des prestations qui seront extérieures à une institution. Ce qui veut dire qu'on a une sorte de modèle possible à trois dimensions. D'une part, est un dispositif intégré, et d'autre part, développer de l'appui des services de droit commun, et enfin, d'être cellule d'écoute et d'accompagnement éventuel vers des prestations externalisées. Alors, bien sûr, tout ça va complètement transformer nos pratiques institutionnelles, et c'est sur ce sujet-là qu'il me semble devoir, alors attendez, devoir intervenir. Ça veut dire, en tous les cas, pour les directeurs, résister à la tendance du NPM, le New Public Management, qui veut dire que concrètement, dans le NPM, on a les managers stratégiques qui décident des boîtes, du changement finalement organisationnel, et des managers opérationnels, les chefs de service souvent, qui gèrent la résistance au changement et qui essayent d'inventer avec les acteurs des pratiques en lien avec les nouvelles contraintes posées par le management stratégique. Cette question de retrouver un fil plus cohérent et plus articulé entre le management stratégique, le management opérationnel et les équipes de terrain sont importants. Et bien sûr, ça voudra dire
que les établissements et services vont avancer vers une plus grande diversité des parcours et pour les directions, la souplesse prendra appui sur les 3 termes qu'on retrouvera dans les projets de plateforme: l'unité d'une plateforme, des valeurs communes, la diversité, la possibilité d'expérimenter, d'avoir des services particuliers qui sont valorisés, et la transversalité entre les services. Ce n'est pas simplement les relais, ça peut être des recherches communes, etc., etc. Et bien entendu, on va avoir une nécessaire redéfinition des services et des prestations en lien avec les besoins, la revue des prestations, les impératifs de performance. On retrouvera la rationalisation des coûts et le modèle budget socle, budget attaché à la personne de Séraphin PH. Et l'élément fondamental en termes d'organisation, c'est d'avoir une plus grande nécessité de s'appuyer sur le métier nouveau, qui est celui de coordinateur des parcours. Vous verrez que même le syndicat d'employeurs Nexem a inventé assistant au projet et au parcours de vie. En tous les cas, cette question fondamentale de coordinateur de parcours qui, sans être des cadres hiérarchiques, facilite l'articulation entre les projets et la sollicitation ou les attentes des usagers, comme personne portant un plaidoyer au nom des personnes, va être important. Et bien entendu, du coup, on va avoir, c'est mon dernier slide, une transformation du métier de manager. On va retrouver un terme de Crozier, hein, le marginal séquent, c'est-à-dire celui qui est à la croisée de différents mondes. La nécessité d'avoir des directions incarnées, en gros, qui croient à la clinique, à la technique, au projet, d'un directeur et de direction gestionnaire. Et en effet, il va falloir être particulièrement pertinent dans le cadre de l'avancée vers les CEPOM, les EPRD, les EERD tels qu'ils ont été développés, de managers stratégiques qui soient capables de dire où on va, comment on y va, mais qui se situent au juste niveau de la décision. Ce n'est pas le directeur d'un dispositif qui décide de tout. Il prend les grandes options en ayant écouté des diagnostics, et à partir de ces options, il permet aux acteurs d'inventer les modalités pratiques de mise en œuvre de ces options. Par contre, il est bien en exigence de mise en œuvre et des mises en œuvre et des suivis. Par contre, le directeur sera aussi un directeur de réseau, et il sera quelqu'un qui, développera, sera soucieux de l'innovation, ouverture et recherche, changement de regard, etc. Alors, si je pouvais résumer en termes d'évolution, cette transformation du métier en lien avec la transformation des établissements et services vers ce que j'appelle des plateformes, hein, les dispositifs intégrés, plus de services de soutien aux acteurs de la vie publique, de la vie sociale, de droit commun, plus des services d'écoute, d'accueil, même pour les personnes qui ne sont pas prises en charge, est l'élément fondamental qui, pour moi, peut être porté par le secteur en articulation avec ses valeurs fondamentales. Et bien entendu, une des questions qui est posée, c'est que ça ne peut pas être qu'une logique descendante. Il doit y avoir sa dimension descendante claire, et par ailleurs, le fait de croire à non seulement l'appropriation par les acteurs de terrain de ces transformations, mais leur possibilité d'être particulièrement actifs ou innovants par eux-mêmes, de faire des propositions pour des mises en œuvre concrètes de cette approche nouvelle, qu'on va dire plateforme de service. Mais derrière la plateforme de service, on a la transformation fondamentale du secteur. Et donc là, il faut se rappeler, la France a choisi dans les années 60-70, et ça s'est confirmé dans les années 90-2000, de développer des établissements prenant en charge les personnes, alors que, par exemple, les sociétés nord-européennes ont choisi un autre modèle, fermer les établissements pour développer des services de proximité. Et cette
on retrouve la question de l'Union européenne ou des Nations unies, passer des établissements qui prennent en charge à une mosaïque d'établissements et de services. Ça peut comporter des temps établissements au plus près des lieux de vie des personnes et la transformation en cours agit pour partie par le secteur, mais qui nous reste à transformer dans les années à venir. Voilà, je m'arrête là, mais bien sûr, je serai très intéressé par toute contradiction ou toute en les temps. Hein. Oui, un grand merci, Monsieur Gacouin, pour cet exposé tout à fait passionnant et complémentaire des deux interventions précédentes. Alors, on a effectivement, on a un petit peu débordé par rapport à notre timing, mais on était déjà un peu en retard à la pause. On a le temps de prendre une ou deux questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser plutôt le canal des questions-réponses que le canal du chat. C'est plus facile pour nous de suivre vos questions à travers le canal des questions et réponses pour les participants au webinaire. Et puis, bien sûr, si les conférenciers veulent interagir, on vous laisse aussi cette possibilité. N'hésitez pas, les conférenciers de ce matin et de cet après-midi qui sont déjà présents parmi nous peuvent tout à fait prendre la parole et poser des questions à Monsieur Gacouin ou apporter un élément complémentaire. Alors, je ne vois pas pour le moment de questions sur le canal des questions et réponses de la part des participants. Est-ce que l'un des conférenciers veut intervenir? Non plus. Tout était tellement clair, Monsieur Gacouin, que ça laisse tout le monde sans voix. Ah. Ben, j'étais dans la filiation de l'intervention beaucoup plus juridique de Monsieur Pommier. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions ou d'intervention, on va du coup pouvoir… Ah si, une question. Alors, pourquoi pensez-vous qu'on a des difficultés à mettre en place la désinstitutionnalisation en France? Est-ce que c'est lié avec le fait que la figure de l'institution est très importante dans la société française? Oui, alors, merci d'abord de cette question très, très intéressante. Alors, vous savez d'abord qu'en France, le terme d'institution génère à la fois une forte aspiration et une forte défiance. On ne peut pas dire l'institution, c'est merveilleux, etc. On a en effet dans l'imaginaire les constructions, les représentations de la société française et de ses citoyens, un double mouvement. On est tous traversés d'ailleurs par ce double mouvement. On souhaite s'adosser, on souhaite bénéficier des institutions et en même temps on s'en méfie, elles nous contraignent. Dans notre société de défiance, on a le terme institution favorise une certaine défiance. Alors, moi, je ne crois pas en réalité que le terme le changement des institutions soit si difficile que cela. Mais simplement, je crois que du point de vue des décideurs ou du point de vue des responsables des éventuels programmes de transformation, il faut à la fois croire et dire quelle direction est prise. Et d'autre part, je pense qu'on a une trop grande défiance, les responsables, dans la capacité des équipes à faire des propositions concrètes ou à souhaiter des transformations concrètes. Je reste toujours intéressé par le fait qu'une bonne partie des équipes professionnelles souhaitent innover, ressentent le besoin d'innover. Et donc, tout notre sujet, c'est de faire en sorte qu'on ait en effet un courant porteur qui soit la rencontre de différentes légitimités. Alors, si on parle de désinstitutionnalisation, c'est parce qu'on a concrètement une construction de notre secteur qui est passée par les établissements. Et le fait de décoller de l'établissement pour avancer vers des services de proximité, et ce qu'a décrit M. Pommier tout à l'heure par rapport au décret de 2017, est la piste fondamentale.
C'est-à-dire qu'en effet, si on arrive en pensant 50% accompagnement à domicile, 50% accueil de jour, voire établissement avec temps de répit séquentiel, etc., petit à petit, je pense qu'on va avancer effectivement vers cette désinstitutionnalisation avec des propositions concrètes très intéressantes des équipes professionnelles. Si on parle de plateforme, il faut rajouter des services d'un nouveau type. Premier type, des lieux d'accueil, d'écoute et d'accompagnement avec coordination vers des prestations qui ne seront pas forcément dans l'institution. Et d'autre part, des services d'un nouveau type qui sont les personnes sont accompagnées par des services de droit commun, genre école, hein, pour faire court. Et là, nous allons accompagner les acteurs de l'école à prendre en charge, être en présence, développer de l'éducation auprès des personnes. Mais c'est simplement, on a la conception encore à formuler avec participation des équipes de terrain, mais en fait, je ne crois pas sur le fond que le passage des institutions d'antan, établissements, vers des établissements, des dispositifs plus des services de nouveau type soit impossible à réaliser. J'espère que j'ai bien répondu à la question, mais enfin, en tous les cas, voilà comment j'y réponds. Merci. Une deuxième question. Doit-on vraiment parler de nécessité de désinstitutionnalisation, comme a pu le pointer la rapporteuse de l'ONU? Plateformes et institutions ont leur place et peuvent répondre aux besoins des personnes. Simplement, les institutions qui semblent indispensables ne doivent-elles pas être plus souples, plus agiles? Oui, c'est exactement ça. Je confirme. Hein. Alors, le mot est utilisé, il fait chiffon rouge, hein, de désinstitutionnalisation. Alors, vous notez, la rapporteuse avait été, je crois, particulièrement injuste. Elle disait que le secteur social était fait par des établissements dans lesquels on plaçait les enfants. C'était quelque chose de un peu choquant dans sa construction, mais simplement, ce qui était intéressant, hein, c'est qu'elle signalait que le modèle principal était celui de l'établissement. Et ce qu'on est en train de travailler, c'est un autre modèle, l'établissement subsidiaire, en quelque sorte, qui peut intervenir à certains moments, mais ce n'est pas le vecteur privilégié. Le vecteur privilégié, c'est la palette de services, la mosaïque de services au plus près des lieux de vie des personnes, et on pourra avoir des temps d'établissement. Mais sur le fond, je pense qu'il faut croire à l'institution, mais c'est simplement que quand on se réfère au mot institution, on ne se réfère plus à une structure de prise en charge en établissement, mais à cette fameuse mosaïque. Et du coup, l'institution signifiante, c'est celle qui porte des valeurs, qui porte des dispositifs permettant du parcours différencié des personnes. Et à ce moment-là, moi, je n'ai aucun souci pour l'utilisation du terme institution. Mais je comprends qu'il soit utilisé pour signifier d'une manière forte la nécessité d'une transformation, d'une évolution. C'est pas l'établissement qui est au centre, c'est la mosaïque dans laquelle on peut avoir sur des coins des possibilités d'établissement. Et je sais que M. Pommier veut peut-être me contredire sur le sujet. Non. Malheureusement pas. Non, ce que je veux dire, d'abord sur la rapporteuse de l'ONU, je crois qu'il faut rappeler quand même, alors même si sur la forme, effectivement, elle a été brutale, sa mission, c'était de vérifier si la France tenait ses engagements. La France avait signé des conventions internationales et sa fonction était de vérifier, et elle a épinglé la France. Alors, une fois de plus sur la forme, de façon sans doute un peu brutale et violente, mais sur le fond, sa mission était de dire à la France, vous avez signé il y a quelques années des conventions internationales, vous avez légiféré, loi du 11 février 2005, etc. Dans la pratique, vous ne faites pas ce que vous vous êtes engagé à faire. Donc voilà, je crois qu'il faut replacer aussi ce rapport de l'ONU et cette mission dans ce qu'il est, et il était seulement effectivement un rappel à l'ordre de la France sur la base de ce que la France était engagée à faire. Je crois que c'est important qu'on se le redise aussi. Et même si on a tous été heurtés, choqués, etc., de la méthode et des termes utilisés. Sur le fond, la désinstitutionnalisation, ce n'est pas la fin de l'institution, c'est l'institution autrement. Et c'est là, effectivement, qu'il faut
que tous, avec un contexte législatif et réglementaire en ébullition, qu'on trouve effectivement cette façon ensemble de construire l'institution autrement. Mais surtout pas de fermer les institutions. Je crois que c'est pas ça le sujet. Et j'aime bien le terme chiffon rouge, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on ni on cherche à se faire peur, ni on crie avant d'avoir mal. Voilà. Merci pour cette intervention, Monsieur Pommier. Une dernière question pour vous, Monsieur Gacouin. L'éducation nationale est-elle prête et aura-t-elle les moyens d'accompagner les enfants en situation de handicap dans cette transformation? Eh bien, non, mais c'est une question très importante, bien sûr. Il faut y répondre de deux manières. Hein. Bon, d'une part, il y a un engagement, l'école inclusive, des pouvoirs publics, engagement accéléré depuis 2 ans. Néanmoins, les moyens n'y sont pas. La question de la formation, de la stabilisation, de la professionnalisation du métier d'AESH est fondamentale. Et bien sûr, vous savez tous que quand, par exemple, on veut développer du dispositif avec des unités d'enseignement externalisées, par ailleurs du CESAD, par ailleurs des places, etc. Globalement, ça se traduit en ce moment par des réductions d'affectation de postes d'enseignants spécialisés. Donc, là, en effet, l'institution éducation nationale a allé jusqu'au bout de la cohérence dans sa mobilisation pour l'accueil plus important d'enfants en situation de handicap. Et bien entendu, d'accompagnement dans les UE ou les UEE des enfants en situation de handicap. Mais néanmoins, je ressens beaucoup cette question de l'éducation est-elle prête et des acteurs de l'éducation nationale est-elle prête. Il faut aussi qu'on accepte le même principe, l'effet Pygmalion pour les enfants. Si on dit concrètement qu'un enfant a tel ou tel trouble et qu'il ne pourra pas évoluer, de fait, avec les mêmes troubles qu'un enfant pour lequel on croira qu'il peut évoluer, on aura à la sortie des évolutions ou pas des évolutions. Ben, c'est exactement la même chose pour les acteurs de l'éducation nationale. Si on dit ils ne sont pas comme si, ils n'y croient pas, ils ne veulent pas, ils sont nuls, ils n'ont pas les compétences, etc., concrètement demain, quand ils accueilleront d'une manière plus importante des personnes en situation de handicap, si on n'y croit pas, en effet, ils vont se planter. Et donc, on a à la fois à y croire et à les accompagner. Ça veut dire concrètement, hein, quand on va être dans l'accompagnement en équipe mobile dans les établissements, il faudra qu'on ne s'adresse pas du haut de notre savoir aux personnes en disant « faites ci comme ça parce que vous êtes nuls », mais au contraire, il faudra qu'on favorise des espèces de triades avec des enseignants qui ont développé et qui croient à un certain nombre de choses, des enseignants qui doutent, nous comme vecteurs pour favoriser une prise de conscience, un développement des capacités intrinsèques des personnes. Si concrètement on y va en disant ils sont nuls, ils n'évolueront pas, ben, en effet, ils n'évolueront pas. Quoi. Enfin, vous voyez, je réponds à 2 niveaux. Quoi. Bien, écoutez, un grand merci à vous et aux autres conférenciers de la matinée. On a un petit peu débordé sur le timing, mais franchement, je crois que ça valait le coup. Donc, on va un petit peu raboter notre pause déjeuner, mais on va se donner quand même un peu plus de 50 minutes pour déjeuner, ça devrait suffire. On reprend à 13h30 comme prévu, hein, pour ne pas effectivement empêcher la qualité aussi des interventions cet après-midi et se donner le temps de ces interventions. Donc, on vous donne rendez-vous à 13h30 précise pour la suite de notre programme. Bon appétit à toutes et à tous. À tout à l'heure.